Merci Anastasia. Merci au CNC pour cette invitation et cette possibilité de vous présenter cet appel à projet transition numérique de la culture et appropriation de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on peut voir le support donc, qui s'inscrit dans la partie culture de France 2030, ce plan qui vise à transformer notre pays, à le préparer aux défis d'avenir et qui consacre 1 milliard d'euros sur les 54 milliards du plan à la transformation des industries culturelles et créatives. Peut-être un zoom d'abord sur la définition qu'on donne à ce terme dans France 2030. C'est extrêmement large, c'est en fait l'ensemble du champ culture avec évidemment le cinéma, l'animation, le jeu vidéo et l'audiovisuel que vous représentez aujourd'hui, mais aussi l'ensemble des autres secteurs culturels. Au total, c'est 2,3% du produit intérieur brut, autant que l'industrie agroalimentaire, 2 fois l'industrie automobile. Puis surtout, c'est un secteur leader. Maxime évoquait le caractère politique, social, personnel, intime de la culture. Au-delà, c'est aussi un secteur économique leader pour lequel, à l'international, nous sommes reconnus parmi les puissances les plus importantes. Et c'est pour ça qu'on a intégré ce volet culture dans le plan France 2030, avec aussi un impact sur la croissance, 7% l'an de croissance dans les dernières années, un impact aussi sur l'emploi, les 150 000 entreprises qui le composent forment 640 000 personnes directement et 1,3 million indirectement. Ce sont des données qui datent de 2019 et d'un observatoire des ICC. Et Jean-Gabriel, je crois qu'il y a un travail en cours. 2019 exactement, et un travail en cours de réactualisation avec un ensemble d'acteurs du réseau de la culture. C'est un enjeu de structuration de filière au-delà de ces chiffres, c'est-à-dire de bien comprendre les forces et faiblesses de ces secteurs, mais aussi de changer. C'est une question de changement aussi, d'observation, mais aussi de point de vue sur finalement quelle est la contribution réelle du secteur de la culture à l'économie. Donc ça, c'est un sujet qui est en cours et qui donnera lieu à une réactualisation de ces chiffres en fin d'année. Vous aviez donné quelques chiffres, je crois, pendant la France Music Week, d'ailleurs, en juin. Vous avez probablement vu tous passer le premier volet dans le cadre de la Music Week pour le secteur de la musique, qui avait été un des premiers volets qui avait été il y avait, je crois, 50% d'augmentation de valeur ajoutée en 6 ans, ce qui était 14 fois le rythme d'augmentation du PIB sur la période. Donc, ce qui donne... Qui confirme les chiffres qu'on peut voir notamment sur le soutien financier apporté à la filière. À partir donc de ce constat de l'importance économique et politique de ce secteur culturel, il est donc inclus dans une stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives qui va viser à accompagner la transformation et l'innovation dans le secteur avec 5 objectifs principaux. L'accompagnement de la transition numérique du secteur, c'est évidemment au sein de cette verticale que s'inscrit notre appel à projet, qui poursuit en fait une démarche qui a été entamée il y a quelques années maintenant, avec des actions d'abord sur la billetterie culturelle, sur l'expérience augmentée du spectacle vivant, sur la numérisation du patrimoine et de l'architecture. Notre appel à projet transition numérique de la culture s'inscrit dans cette suite. On cherche aussi à travailler, ce sera un des thèmes de la journée, en fin de journée, sur la transition écologique du secteur, mais aussi sur sa structuration et son financement. Karim Moutalib, le directeur général de l'IFSI, qui est dans la salle, c'est un de nos accompagnateurs, de nos opérateurs dans ce volet d'accompagnement au financement. On travaille aussi sur le soutien à l'export et sur une plus grande distribution de la culture sur le territoire, mais je n'entre pas trop dans le détail puisqu'on a un temps limité. Et évidemment, cette stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, elle s'accompagne aussi de tout le volet culture de France 2030, sur lequel on travaille évidemment beaucoup avec toutes les équipes du CNC, puisque c'est dans ce cadre qu'on soutient la grande fabrique de l'image, Marseille en grand, ou culture immersive et métavers, dont vous avez évidemment entendu parler. 5 points peut-être importants qui guident l'analyse des jurys, que je répète souvent, mais si vous souhaitez déposer des dossiers, il faut que vous les ayez vraiment bien en tête. On intervient toujours en cofinancement sur les projets qu'on soutient. Donc, c'est jamais une subvention complète à 100% du programme. Donc, c'est très important. On intervient toujours au soutien de projets innovants qui vont avoir un impact de transformation important sur la filière. Et c'est pas simplement la V19 d'un projet où vous auriez déjà fait 18 versions précédentes, où pour vous, ça vous semble important, mais il faut que ce soit vraiment au-delà de l'incrémental, qui est une vraie transformation pour la filière qui soit à la clé de votre projet. On intervient en amorçage dans les premières années de vie du projet, donc il faut
commencé à réfléchir dès la conception du dossier aux co-moteurs de financement qui succéderont aux moteurs de France 2030 après les 3 premières années en général de soutien au programme. Ce sont des subventions d'investissement avec à la clé la création d'un actif qui sera présent sur le marché à l'issue du projet et non pas des subventions de fonctionnement. Et puis enfin, c'est un dispositif qui assume vraiment d'être sélectif et ambitieux. Quelques chiffres sur l'ensemble des dispositifs qu'on a lancés. On va bientôt fêter les 4 ans de ce programme. On a reçu 1500 candidatures, désigné à peu près 700 lauréats et engagé déjà 500 millions d'euros de soutien sur la période. Je passe maintenant la parole à Jean-Gabriel pour les détails sur nos objectifs dans cet appel. Pour les détails et sur le contexte, je vais passer rapidement sur le contexte que le précédent panel l'a rapidement évoqué. Vous avez eu un panorama de ces enjeux, à la fois du positionnement des acteurs culturels, ce qui a été rappelé à l'occasion du sommet pour l'action sur l'IA, la mise en place de ce règlement sur l'IA aussi, qui met en évidence parfois les écarts entre le point de vue de l'innovation et le point de vue des secteurs culturels. On est reparti d'un constat malgré tout qui était dans un des rapports qu'a évoqué Alexandra sur comment l'IA peut faire de la France un champion sur ces sujets. On était convaincu d'une chose quand on a travaillé sur cet appel à projet, et bien avant même le lancement de cette concertation. 2 choses. La première, c'est qu'on ne pouvait pas considérer ce sujet ou le laisser simplement émerger, sinon ça sera simplement l'apanage des grands acteurs qui ont les moyens et la capacité d'investir sur ces technologies. C'est un sujet qui adresse et qui concerne l'ensemble des acteurs, quelle que soit leur taille, les petits comme les grands. Le deuxième point, c'est que on voit régulièrement, on nous présente régulièrement des solutions numériques ou d'IA qui vont transformer la culture. Mais je réponds la plupart des cas dans ce genre de projet. Ce qui nous importe, c'est de savoir ce que le secteur culturel en pense. C'est-à-dire qu'on veut soutenir des projets par et pour les acteurs culturels en matière d'innovation et de technologie. Donc, une fois qu'on vous a dit ça, concrètement, l'appel à projet, on l'a structuré de façon relativement large, puisqu'il adresse l'ensemble des secteurs des industries culturelles, mais on vise aussi et surtout à accompagner des projets ambitieux. Alors ambitieux ne veut pas dire grand projet, ça peut être des petits projets par la taille, mais ce qui est important, c'est que les projets soient conçus pour accélérer la transition numérique des acteurs et des industries culturelles et créatives et renforcer la compétitivité et la résilience de la filière. Donc on a structuré l'appel à projet sur 3 verticales, très complémentaires l'une de l'autre. L'IA, vous le verrez, est un des éléments clés évidemment de l'appel à projet, mais pas indispensable. Ne nous présentez pas des appels à projet avec de l'IA pour simplement l'effet paillette du projet. Ça n'a pas forcément de sens dans tous les projets. Donc on a 3 volets, un qui est sur simplement l'expérience. On considère qu'il y a vraiment matière à renouveler l'expérience des publics, de proposer de nouvelles expériences à ces publics. Le deuxième volet, qui est, on va dire, plus en bas dans les couches en matière d'infrastructure, c'est la maîtrise de la donnée. D'ailleurs, on ne fait pas de projet d'IA sans maîtriser la donnée. Et le troisième volet est lié clairement à la sécurisation de l'exploitation des contenus et à la rémunération des ayants droit. Tout ce qui touche de près ou de loin à une meilleure maîtrise, puisque ces sujets quand même dans l'espace numérique aujourd'hui sont largement chamboulés. Voilà pour ce qui est des objectifs et qu'on peut compléter également par une présentation des opérateurs. C'est ça, peut-être préciser qu'on a cherché aussi à innover dans le portage du dispositif, puisque pour la première fois dans le cadre de nos dispositifs France 2030, on associe 2 opérateurs pour cet appel à projet. D'une part, BPI France pour tous les acteurs privés classiques, entreprises de différentes tailles, mais aussi la Banque des Territoires plutôt pour les acteurs publics, associatifs, ceux qui interviennent sur toute une filière, les organismes de gestion collective, par exemple les fondations ou d'autres acteurs, pour avoir une capacité aussi d'analyse de vos propositions qui soit plus large que celle qu'on avait pu développer précédemment.
Quelques exemples peut-être de projets cibles sur les 3 thématiques que tu as abordées, Jean-Gabriel, sur les sujets autour de la création et du développement de nouvelles expériences culturelles et artistiques et aussi leur diffusion. On travaille évidemment sur des expériences utilisateurs qui soient augmentées, sur des expériences multicanales ou hybrides, sur la conquête de nouveaux publics, donc des questions qui touchent le multilinguisme, qui touchent aussi l'accessibilité, l'élargissement des publics vers les publics éloignés, des thèmes aussi autour de la diversité culturelle, de la découvrabilité, de la capacité à promouvoir la variété des contenus. On sait que c'est un enjeu important évidemment dans le champ numérique, tout ce qui est aussi interaction en langage naturel. Autour des enjeux de la donnée, et ça faisait écho peut-être à la dernière question dans le panel précédent, on croit en effet qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être menées, à la fois pour améliorer la collecte et l'analyse des données, pour faire émerger des solutions de tiers de confiance, ça nous semble essentiel dans la phase qui s'ouvre, de pouvoir garantir la conservation et l'exploitation sécurisée des données. Il y a des enjeux aussi de réduction de l'impact environnemental de la conservation, du traitement des données qui sont majeurs. Aussi faciliter l'échange, la mutualisation des données à la fois entre acteurs français et européens, et puis prendre en charge aussi la donnée sur tout son cycle de vie. C'est quelques-uns des exemples qui peuvent nous venir à l'esprit, mais on compte évidemment sur vous pour être beaucoup plus créatifs que ne peuvent l'être des agents publics pour répondre à toutes ces questions. Dernier point sur la sécurisation de l'exploitation des contenus et la rémunération des ayants droit, on a vraiment la conviction que ce dispositif peut être une occasion de conforter le modèle français du droit d'auteur en dotant ceux qui l'incarnent des outils numériques les plus avancés. Donc on souhaite que ce puisse être l'occasion de mutualiser les moyens techniques, par exemple, entre organismes de gestion collective, aussi bien en capacité de calcul qu'en architecture. On souhaite que ça permette de renforcer les capacités de lutte contre le piratage, de détection des contrefaçons, d'accélération des remontées des droits vers les ayants droit, d'amélioration de la reconnaissance et de la traçabilité des œuvres et des contenus d'une manière générale, d'expérimenter aussi de nouveaux modes de partage de la valeur créés par l'IA générative, de sécuriser aussi la chaîne contractuelle, des délivrances d'autorisation, de licences, des contrats intelligents. Bref, le numérique peut être utile de manière très concrète à mettre en œuvre certaines des recommandations des rapports qui ont été évoqués dans le panel précédent. Jean-Gabriel, je te laisse évoquer nos critères d'éligibilité et de sélection. Sur les critères d'éligibilité, vous redire évidemment que ce sont des projets qui s'appliquent à un ou plusieurs des secteurs des ICC, qui doivent nécessairement, ça a été rappelé, porter sur des travaux innovants. Alors en matière d'innovation, on ne parle pas que d'innovation technologique, ça peut être des innovations d'usage ou de modèles économiques, qui seront réalisées en France et non engagées avant la date de demande de l'aide. Le point important, c'est que le projet doit permettre la constitution d'un actif, matériel ou immatériel, qui va être valorisé avec un budget global d'un montant de 400 000 €, mais sans plafond. Alors les structures éligibles, c'est un point qui sera rappelé dans le cahier des charges, toute entité qui exerce une activité ou non économique, mais avec des établissements stables implantés, immatriculés en France. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ne soutient pas des entreprises en difficulté. Et un des points, peut-être sans rentrer dans tous les détails, c'est qu'on va aussi essayer en tout cas encourager des projets portés en consortium ou en partenariat. Ce point est important parce qu'en fait, et on le voit bien dans les projets qu'on accompagne, au-delà des critères d'éligibilité du projet en tant que tel, la démarche finalement ne tient pas tant qu'à la performance, j'allais dire, de la solution technique qui est proposée, mais aussi à la gouvernance du projet et donc à la capacité des acteurs à trouver un mode de fonctionnement collectif. Et ça, c'est une partie non négligeable des projets qu'on est amené à soutenir. On parlait tout à l'heure de souveraineté culturelle, de tiers de confiance. Enfin, toutes ces questions-là sur des sujets notamment assez stratégiques nécessitent en effet de s'entourer des bons acteurs. Donc je ne reviendrai pas sur les critères de sélection, parce qu'on l'évoquera tout à l'heure. On vous prépare un webinaire sur le sujet où on pourra revenir en détail sur ces questions. Mais le caractère innovant du projet, la pertinence des applications culturelles envisagées, la viabilité économique du projet, le respect du cadre juridique en vigueur et l'intégration des enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale seront parmi les critères de sélection
qui seront regardés par le jury, le comité de sélection. On peut peut-être souligner quand même le dernier critère d'éligibilité aussi qui est quand même important, qu'on avait mis dans la grande fabrique de l'image, dans Culture Immersive, et qu'on a remis dans cet appel. Il y a un point également sur la notion de contrôle, donc de ne pas être contrôlé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissant d'États autres que l'Union européenne. Qui est un critère qu'on suit dans le temps. Sur les recommandations générales sur les dossiers, voilà, sans trop les détailler sur le temps court, je redis ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'intégration maîtrisée et raisonnée du numérique. Je pense que c'est important d'être ambitieux en matière d'innovation sur ces sujets-là. Et en même temps, il faut garder raison. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, on sait très bien que pour le secteur de la culture, ce n'est pas toujours seulement un sujet d'innovation, c'est aussi un sujet de déploiement de l'innovation. Les compétences dans ces domaines sont parfois très rares ou très coûteuses, donc il y a aussi des enjeux de mutualisation de ces compétences ou des actifs qui vont être développés dans le cadre du projet. Donc on sera très regardant sur ces questions, le caractère innovant par rapport à l'état de l'art, mais l'impact finalement qu'auront ces solutions sur la chaîne de valeur, sur la résilience du secteur. Voilà pour ce qui est les recommandations générales sur les dossiers, mais là encore je passe assez vite. Alors, sur les dossiers de candidature, Fabrice vous a parlé de 2 opérateurs, mais on vous rassure, tout ça est totalement transparent pour vous. C'est un seul guichet avec un seul dépôt de candidature que vous pouvez récupérer sur l'URL indiquée ici sur le site de Bpifrance, et le dépôt se fait directement en ligne sur la plateforme Pixel. Donc vous avez une seule plateforme de dépôt de votre dossier de candidature qui est le même, et ensuite c'est transparent pour vous en fonction de la typologie du projet. Le dossier sera instruit soit par Bpifrance, soit par la Caisse des dépôts. Et pour conclure, donc on a prévu à votre attention un webinaire dédié la semaine prochaine. Donc ce sera vendredi 17 octobre à 11 h. Et je crois grâce à Pauline et aux équipes, on pourra faire passer le lien d'inscription à ce webinaire à tous ceux qui ont participé à la journée. On nous avait donné peu de temps, donc on a essayé de faire on a fait court, très rapide. On renvoie au webinaire pour les questions, voilà. J'imagine. Oui, absolument. Je vous propose qu'on fasse comme ça. Effectivement, on fera comme ça. Ce webinaire permettra vraiment de rentrer dans le détail pour tous ceux qui sont plus spécifiquement intéressés par cet appel à projet. Vendredi de la semaine prochaine à 11 h. Et comme le dit Fabrice, on vous fera évidemment passer le lien. Vous ne pourrez pas passer à côté. Et je vais quand même rappeler une information importante qu'on n'a pas rappelée dans le document. Parce qu'évidemment, des projets comme ça prend du temps à structurer, ça nécessite de gagner en maturité. Tous les secteurs n'ont pas le même degré d'avancement. Ce n'est pas un appel à projet en une seule vague. On a bien 4 relèves possibles pour les dossiers. Le 28 octobre pour la prochaine, mais ensuite le 28 avril 2026, le 25 novembre 2026 et le 16 juin 2027. Donc, il y aura sur cet appel à projet 4 relèves successives pour permettre aux porteurs, aux candidats d'arriver à des projets suffisamment à maturité pour la sélection. Sachant qu'il arrive souvent que le jury retoque une première version du projet, mais indique ce projet m'intéresse, sa maturité n'est pas suffisante, retravailler tel ou tel point. Et ensuite, quand ça arrive dans une vague suivante, c'est plus susceptible d'être retenu. Donc ne soyez pas désespérés dans l'hypothèse où à votre premier passage, ça ne passe pas. Ce n'est pas signe que le dossier est mauvais. C'est juste qu'il n'est pas encore prêt. Merci à tous. Merci beaucoup Fabrice, merci Jean-Gabriel. Merci.